Nguesso, intitulé En toute transparence 2021-2026, le bilan d'un quinquennat, une partie pour le futur ou un pacte pour le futur. C'est l'espérance et l'émergence du pays. Voilà, télénommé. Donc, c'est ouvrage, c'est un livre qui présente froidement, qui présente réellement le bilan du pays après 5 ans de mandat et les perspectives pour l'horizon électoral qui pointe d'ailleurs à l'horizon, n'est-ce pas, Dadji? Effectivement, c'est un bilan inhabituellement. On n'a pas vraiment la culture et c'est une très bonne culture qui, bien sûr, est lancée de faire le bilan, de se regarder devant un miroir et de défendre comme il se doit avec ses arguments ce que l'on a produit pendant tous les 5 ans. Alors, c'est un livre orienté par le chef de l'État, donc le Premier ministre l'a dit, c'est un livre qui est du président de la République et qu'il a préfacé lui-même de sa main. Et de ce fait, c'est un livre qui, bien sûr, trace le cap, comme l'a dit, garde le cap et dessine les contours du contrat pour le futur de de notre pays. Alors, dans ce livre, il y a un peu de tout, hein, près de plus de 150 pages. Il y a un peu de tout qui porte bien sûr sur l'électrification, les questions d'électricité, les questions d'eau, les questions d'équilibre macroéconomique, les questions de paix, de sécurité, climat des affaires, la réforme de l'État, les routes, l'agro-industrie, parce qu'avec l'émergence de l'agriculture au sens large, il va falloir bien sûr voir jusqu'où on pousse. Et il y a la question de protection sociale, la question de la jeunesse, l'emploi, l'environnement, enfin un peu de tout avec nécessairement la diplomatie. Alors, dans les deux séquences que le Premier ministre a utilisées pour présenter le livre, donc la quinzaine du gouvernement qui a été entièrement consacrée à cela, mais aussi une journée parlementaire réunissant les deux chambres du Parlement pour bien sûr faire cette présentation. Le Premier ministre s'est apaisanti sur la défense d'un certain nombre de chiffres. Là, c'est les chiffres qui ont plus ou moins parlé, puisque l'économie étant le nerf de la guerre et l'économie étant aussi la difficulté que nous avons pu connaître autant au niveau national qu'au niveau international. Donc, il va falloir, et il était question d'évaluer. Alors, de ce point de vue-là, nous avons les chiffres évoqués. L'horizon de 2030, par exemple, pour aller plus de 150 000, enfin 1500 mégawatts pour l'énergie, le pacte national énergétique. On a bien sûr la question du chômage, par exemple, qui est évalué aujourd'hui à près de 41%, mais nécessairement moins important que ce que nous avions dans le passé où on atteignait les 59%. 30 km de route en construction entre Brazzaville et Pointe-Noire, par exemple. Et donc, il y a un résumé, une phrase un peu particulière dans ce livre qui parle du pacte pour le futur du Congo. Et peut-être ce pacte pour le futur du Congo redessine ou dessine ce que va être l'ambition d'une probable candidature ou d'une prochaine candidature où dans ce livre on parle de l'émergence et du développement durable, mais surtout dans la grande question, hein, la question de la dette publique qui a été plus ou moins revue aujourd'hui par rapport à 2021 où elle atteignait au-delà de 100%, où on frôlait un peu les 100% et aujourd'hui nous sommes près de 83%. Donc on est en train de trouver un chemin d'évolution par rapport à ce que, bien sûr, le Premier ministre a dû présenter. Parfait. En toute transparence, 2021-2026, le bilan d'un quinquennat, voilà. Qu'est-ce qui justifie une telle vulgarisation, Dadji, la présentation au niveau des chambres du Parlement, à la quinzaine du gouvernement? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Alors, d'abord sur les grandes perspectives. On parle, et je reviens un peu sur le débat de chiffres, on parle de la question de croissance, 3,6%, 3,2%. Bon, enfin, j'ai été au Parlement, j'ai vu que le ministre des Finances était beaucoup plus prudent, donc il n'allait pas dans des perspectives un peu plus grandes, donc il restait plus ou moins prudent. On parle aussi des 40 000 km de routes valorisées, viabilisées, bitumées, etc. On parle du transport du fret, chemin de fer. On parle du poids, bien sûr, du secteur hors pétrole qui est à 4,2% et le secteur pétrolier 1,2%.
les chiffres encore font de façon éloquente un certain nombre de choses qui vont dans un bon sens. On parle aussi de la biométrie, les lycées, les hôpitaux, malgré les grèves, l'évolution au niveau du CHU, l'URM, etc. Quand on a dit ça, on a dit tout ce qu'on pouvait dire ça. Mais non, il y a la question de l'opportunité. Voilà. Alors, le Premier ministre, pourquoi il va de l'avant et il les livre d'abord? Quand le président de la République, en général, choisit un Premier ministre pour toute la mandature, c'est difficile qu'il change de Premier ministre depuis la 7e République, donc depuis le changement constitutionnel. L'évolution constitutionnelle, si vous voulez, il n'y a pas eu un Premier ministre qui n'a pas terminé le mandat. Et donc, en réalité, le Premier ministre aussi est responsable et donc il porte cette responsabilité du mandat puisqu'il conduit la politique économique et sociale et le Premier ministre dispose de l'administration, dispose du pouvoir réglementaire, notamment les décrets d'application, parce qu'on sait que chaque fois qu'on prend une loi, il y a des décrets d'application. Les décrets d'application sont de la responsabilité du Premier ministre. Donc, de ce point de vue-là, il est le maître de l'administration qui est amené à mettre en œuvre, entre guillemets, tout ce qui avait été le programme du président au projet de société transformé en programme de gouvernement. Il en est le premier responsable. Deuxièmement, le Premier ministre le fait aussi devant le Parlement et surtout parce qu'il est responsable de la conduite de la politique publique devant le Parlement, donc les deux chambres de l'Assemblée, et enfin, deux chambres du Parlement, j'allais dire. Et deuxièmement, le Premier ministre participe, il y a eu une petite polémique là-dessus, le Premier ministre participe à l'établissement de l'ordre du jour, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conférence de présidents au niveau du président de l'Assemblée nationale, au niveau du président du Sénat. Ils définissent quelles sont les priorités qu'on va traiter. Et le Premier ministre est bien sûr en réalité les principes qu'on appelle les parlementarismes rationnés. Il est là celui qui organise cela pour donner une orientation par rapport à ce qu'il estime que le gouvernement va mettre en action très vite. Donc, mais la question aussi c'est que lui, le président de la République a un projet, mais le président de la République ne subit pas de la part du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, un rejet. Mais lui, par la motion de censure, par le vote de confiance, qu'on peut lui refuser la confiance, donc l'obliger à démissionner, il est responsable devant ce Parlement de tout ce qui se fait. Mais aussi, le principe politique, c'est que le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire. Quand il réunit les parlementaires, notamment sa majorité, quand il parle, il leur donne les éléments de langage parce qu'en réalité, quand on passe de là, on va dans les batailles politiques. À partir de là, il faut avoir le même langage harmonisé, etc. Donc, le livre peut en réalité donner, puisque quand on a déjà un bilan, il faut le défendre. Et il faut le défendre de façon harmonieuse pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et tout le monde doit dire la même chose. Enfin, de façon un peu cohérente. De façon un peu cohérente. Parfait. Retour sur ces images. Donc, en toute transparence, 2021-2026, le bilan d'un quinquennat. Une présentation faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso. Regardez. Organisé autour du livre en toute transparence 2021-2026, bilan du quinquennat et du discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, a permis un échange ouvert entre le Premier ministre et les professionnels des médias. Les journalistes ont profité de cet espace pour l'interroger sur les principales difficultés que rencontrent les Congolais. Les discussions ont porté sur la vie chère, l'emploi des jeunes, les retards dans le paiement des pensions des retraités, la traque des bébés noirs, ainsi que les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité. À travers ces questions, la presse a relayé les préoccupations de la population. Ce bilan est pourtant si élogieux, n'a pas d'impact sur les populations. Comment, dans le panier de la ménagère, avec l'inflation des prix sur les marchés, Monsieur le Premier ministre, est-ce que cela peut se justifier? Il relève des chiffres contradictoires concernant le PIB. Et le ministre des Finances récemment, dans sa communication, avait ressorti que ce PIB s'élevait à 3,6%. Quel est le bon chiffre à retenir? La traque des bébés noirs est en train de ramener peu à peu la quiétude au sein de la société. Mais pourquoi casser les maisons? À ces différentes préoccupations, Anatole Koloné-Makosso a répondu en exposant les actions mises en œuvre pour faire face à chaque réalité. Il vous souviendra
que nous avons pris des mesures pour exonérer, par exemple, toutes les taxes fiscales et douanières pour un certain nombre de produits, pour garantir l'accès à tous les citoyens aux pains, par exemple, parce que le coût de la farine était très galopant. Financer les minotiers, y compris les boulangers, pour maintenir le prix du pain au niveau qui puisse permettre à chaque citoyen de ne pas subir la surenchère. Mais je peux vous dire que si vous voyez les indicateurs macroéconomiques, nous ne pouvons pas parler d'une inflation galopante en République du Congo. Nous parlons d'une inflation maîtrisée. Ce qu'il faut retenir, c'est la tendance. L'exactitude peut poser problème parce que c'est selon les organes d'appréciation. Ces chiffres peuvent aussi être différents de ceux qui sont produits par la Banque centrale, qui est un peu parfois plus optimiste et qui fait des projections pour dire si nous sommes arrivés à 2% en juin, tel que l'économie se comporte, il est possible que nous atteignions 3% en décembre. On peut arriver en décembre que ce n'est pas 3%, c'est 2,8%. Quelqu'un va prendre les données de la Banque centrale, va dire, mais oui, pourtant la Banque centrale a dit 3%. Pourquoi le gouvernement dit 2,8%? Ce qu'il faut retenir, c'est la constance. Comme l'avait dit le président dans son message sur l'état de la nation, les mamans du secteur informel peuvent partir de leur maison à 5 heures du matin, comme ils le faisaient d'habitude, pour aller vendre leurs légumes et ne pas craindre une embuscade quelque part. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, saura faire les réparations civiles nécessaires, mais ce qui compte, c'est que la sécurité revienne. Et c'est ce travail que nous saluons pour le moment. Ce cadre d'échange a rehaussé le débat public en offrant au gouvernement l'occasion de s'auto-évaluer. Une dynamique qui permet de bien achever l'année et de projeter la nouvelle avec des bases plus solides. Merci beaucoup à France Duclerc Bondonguier pour ce reportage. Merci bien pour en tout cas ce rendu. Alors nous sommes en train donc de parler de ce livre en toute transparence 2021-2026, le bilan d'un quinquennat, une présentation du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso. Alors c'est une touche de modernité, Dadi, on peut le dire. Le Premier ministre sert de fusible aujourd'hui pour le président de la République, chef de l'État. Est-ce la confirmation d'une éventuelle candidature? C'est la question qu'on se pose également. Quel est l'avantage ou l'inconvénient de passer par un livre, un ouvrage pour finalement y arriver? Effectivement, c'est d'abord de la modernité, un fin moderne. Bon, dans la réalité, la théorie du fusible fait que le président de la République assure la lumière, le Premier ministre assure l'ombre. C'est-à-dire, le côté néfaste du bilan doit être assumé par le Premier ministre, le côté rayonnant assuré par le président de la République, bien sûr pour lui permettre d'être en réalité candidat. Puisque De Gaulle lui disait, le président est en charge de l'essentiel et le Premier ministre en charge de ce que l'on peut avoir comme technocratie. Alors, les schémas, c'est aussi les éléments de langage, je l'ai dit, il faut les distribuer à du moins à toutes les tendances données pour qu'ils aient la capacité de bien s'exprimer. La touche de modernité, elle est réelle, puisque nous sommes aujourd'hui face à un électorat qui est jeune. La majorité du pays, on est dans les 70, les gens sont très jeunes. Et donc, ils ne comprennent pas les choses de la même manière, les gens sont plus éduqués, plus intellectuels aujourd'hui. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord parler à leur intellect, essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses avant que le terrain, qui est parfois très vite, ne puisse embrasser en réalité un certain nombre de débats. Donc, ici, là, nous avons bien sûr aussi un fait nouveau, puisque le livre, il est plus durable. Les livres, les livres ne s'envolent pas, hein, les écrits restent, vous pouvez dire, et chacun a le temps, chez lui, parfois, de regarder les livres, de l'évaluer, de prendre lui-même les notes qu'il faut et de comparer. Et donc, je pense, c'est un acte de transparence qui est vraiment sans égal aujourd'hui, comme on peut le dire. Alors, la question avec le livre, premièrement, c'est normal, c'est traditionnel dans les grandes démocraties. Chaque fois que quelqu'un se présente à une élection, on commence d'abord par un livre. Barack Obama avait écrit Les rêves de mon père. Je crois Emmanuel Macron avait écrit La Révolution. Donc, on commence par impulser ces idées. Et ces idées-là emmènent au final une impulsion qui sera peut-être embrassée par l'ensemble du pays, puisqu'ils auraient compris, saisi,
fondamentalement ce que vous pensez et ce que vous voulez apporter comme élément nouveau. Alors, tu l'as dit, le livre, je pense que pour quelqu'un qui, justement, veut conquérir la magistrature suprême, on présente un livre de conquête. Pour quelqu'un qui est déjà sur la magistrature suprême, on présente un livre de défense du bilan pour se projeter vers la conquête. Donc, ici, je pense qu'il va falloir enlever les écailles ou les écueils du bilan pour justement permettre à ce que la voie soit royale, entre guillemets, pour une éventuelle candidature. Donc, je pense que ce livre-là, je ne suis pas un devin, mais je pense qu'il confirme aujourd'hui le chemin, bien sûr, de candidature. La grande question dans l'histoire récente, c'est la place du livre dans la présentation des idées politiques. Vous savez, et ça, c'est récemment sur François Hollande. François Hollande n'a pas pu se présenter à une élection présidentielle alors qu'il était le président, bien sûr, président sortant, parce que à la veille de son élection, c'est vrai que les associations autour de lui avaient déjà, c'est un peu comme on voit chez nous, hein, les gens appelaient à la candidature, etc. Mais on avait fait un livre qu'on appelait « Un président ne devrait jamais dire ça ». Et donc, dans ce livre-là, il y a eu certaines révélations et qui ont été tellement catastrophiques pour lui et qui n'a pas pu se présenter. Donc, le livre, en réalité, il est parfois un dangereux instrument parce qu'il laisse à tout le monde la capacité de vous saisir et de se faire sa propre idée et parfois aussi de se faire une fausse idée. Donc, il va falloir que... c'est un acte de courage politique. C'est un acte de courage, mais il va falloir aussi que l'explication, la pédagogie soit beaucoup plus bien faite pour que le troupeau ne soit pas désorienté, mais qu'il soit bien sûr capable de comprendre les faits de ce livre. Merci beaucoup, Dadji. Et très rapidement, avant de terminer, alors, pour les acteurs ayant contribué à l'action, quelles peuvent être les améliorations nécessaires et à quel niveau a-t-on suffisamment évolué? Alors, je ne parlerai pas de chiffres parce que les chiffres, c'est des débats éternels, chacun. Mais sur les acteurs, en réalité, premièrement, sur les acteurs, il y a quand même un fait. La théorie du statu quo, c'est une théorie de conduite des politiques publiques. C'est que quand quelqu'un arrive au pouvoir, c'est les 100 premiers jours, ou du moins les premiers mois, où on met les réformes les plus importantes, puisque le reste du temps, c'est la gestion. Il faut voir les réformes aboutir. Donc, on laisse aux réformes le temps de donner des résultats. Et ici, on constate que vers la fin du mandat, qu'ils sont en sport, qu'ils sont en finance, etc., on voit que les gens sont encore en train de faire des réformes. Ce n'est plus le moment, en réalité, de réformes. Donc, de ce point de vue-là, j'estime qu'il y a eu... bon, c'est vrai que pour les finances, il y a eu beaucoup de ministres des Finances, il y a beaucoup de points qui n'ont pas tout à fait marché, mais sur ce point de vue-là, il y a eu des éléments, bien sûr, qu'il fallait réajuster beaucoup plus tôt. Alors, le Premier ministre, dans sa communication, a eu un aspect, bien sûr, intéressant, c'est celui de reconnaître parfois des choses qui ont été mal faites. C'est-à-dire en matière d'électricité, on dit que l'électricité en ville, centre-Brazzaville, c'est un peu compliqué. À l'intérieur, c'est très bien, mais il a reconnu. Mais la question, c'est que nous avons aussi, continuellement, c'est des politiques, des hommes politiques qui soient capables aussi de reconnaître un certain nombre de faits. Ça leur rapproche de la population parce qu'ils ne sont pas dans l'Olympe où on ne le voit pas, où vous pouvez dire des choses, vous pouvez toujours présenter un tableau qui est parfait, mais parfois aussi il y a des choses qu'il vaut mieux les reconnaître pour donner des perspectives d'avancement. Et d'ailleurs, c'est ce que le Premier ministre a donné comme langage de vérité qu'il fallait justement avoir parce que par rapport aux grèves, par rapport aux choses qu'on pouvait bien sûr comprendre. Alors, donc on a besoin de cette pédagogie-là. On a aussi besoin... bon, il y a un fait pendant tout le mandat, et moi je le regrette, c'est un point de vue personnel, c'est qu'on n'a pas vu les politiques dans les plateaux. Par exemple, nous, on a passé... Le mandat va bientôt finir. On a reçu combien de ministres ici qui nous ont présenté leurs projets politiques, qu'on a essayé de parce qu'il y a de la pédagogie qu'il faut faire à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Parfois, les discours, on ne comprend pas tout. On a une séquence d'1 minute, etc. Voilà, on n'a pas vu. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on n'a pas aussi vu les débats entre les hommes de l'opposition, les gens du pouvoir, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut encore amener dans la modernité parce que la démocratie exige évidemment cette contradiction-là. Mais non, un fait qu'on peut relever, c'est qu'on est devenu aujourd'hui un pays démocratique où un rythme démocratique est normal. On est un pays où le débat est dans le sens de l'apaisement, le sens de la contradiction. Et je pense qu'aller vers un livre, c'est aussi voir que l'exigence
de compréhension devient très importante et les gens doivent faire cet effort pour que les choses soient les mieux comprises possibles. Merci Dadji, en tout cas, en toute transparence, 2021-2026, le bilan d'un quinquennat. Le livre est disponible, je le pense. Hein. Merci beaucoup à Dadji. On va terminer avec notre recette.